l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Africable Télévision. Voici les principaux titres d'Afrique Soir. À Gao, après la libération, l'heure est venue pour les populations de reprendre leurs habitudes. Premier signe fort du retour progressif à la normale, la réouverture des salles de classe. En France, le vice-président américain a rencontré à l'Élysée le président François Hollande. Joe Biden lui a réaffirmé le soutien de Washington à l'offensive française et a salué le courage des soldats. Et dans le monde du football, un réseau de matchs truqués serait sur le point de tomber. Une enquête d'Europol révèle que plus de 8 millions d'euros de gains frauduleux auraient été amassés entre 2008 et 2011. Et on débute ce journal au Mali, dans le nord. L'offensive des forces françaises et tchadiennes se poursuit, là où se sont repliés des islamistes après avoir abandonné Gao, Kidal et Tombouctou. Et d'ailleurs, 2 de leurs dirigeants ont été faits prisonniers. Mais à Gao, après des mois d'occupation, la population essaye de revenir à une vie normale et l'école vient de rouvrir ses portes. Le brouhaha d'enfants, l'école a rouvert ses portes. Les élèves sont là, heureux sur les bancs, nombreux à revenir étudier, même si les stigmates des combats sont gravés dans leur mémoire. Il y avait des véhicules qui contenaient beaucoup de munitions. Et donc quand ces véhicules ont été touchés, ces munitions-là ont sauté et c'est ce qui a amené les dégâts comme ça, vous voyez. Il y a une fenêtre qui a été totalement détruite. Certainement, il y a eu un obus qui est tombé sur le toit et qui a déchiqueté la tôle. Les Maliens reprennent peu à peu une vie normale. Mais dans les rues, les traces de la guerre sont bien visibles. La détermination de la population est plus forte. Les islamistes partis, les habitants de Tombouctou veulent reprendre leurs habitudes. Avant, on ne peut pas prendre du thé. Et maintenant, avec vraiment l'armée malienne et l'armée française, on se sent aéré. Je vous ai dit que ce n'est pas vraiment des islamistes, c'est des terroristes et des narcotrafiquants. C'est des gens vraiment avec qui on ne doit même pas partager, on ne doit pas partager le grain, on ne doit pas s'asseoir avec eux, on ne doit même pas manger, on ne doit même pas chercher des relations avec eux. La France annonce 150 millions d'euros d'aide pour le pays, une somme qui s'ajoute aux 500 millions déjà promis par l'Union européenne. Au pied du mausolée de la paix, les armes abandonnées ont été rassemblées, symbole d'un passé que les Maliens veulent oublier. L'actualité malienne toujours, mais en France où Joe Biden, le vice-président américain, était invité aujourd'hui à l'Élysée face au président François Hollande. Il a réaffirmé le soutien de son pays à l'intervention militaire française au Mali. Et selon lui, la France a défendu l'ensemble des intérêts de la communauté internationale. Sans surprise, le Mali était au centre des discussions entre François Hollande et Joe Biden ce lundi à l'Élysée. Le vice-président américain a salué le courage et la compétence des soldats français. Les 2 hommes ont évoqué l'urgence de la situation. Nous sommes tombés d'accord. Il faut soutenir la force africaine au Mali et cette force doit être placée sous l'autorité de l'ONU, aussi rapidement que possible. Un moyen d'apporter un financement américain sur lequel la France compterait. Autre dossier brûlant, celui de la Syrie où la crise humanitaire inquiète de plus en plus la communauté internationale. Nous nous sommes concentrés sur la crise humanitaire qui touche la Syrie et les pays voisins. Nous soutenons pleinement la coalition de l'opposition syrienne, qui est le représentant légitime du peuple syrien. Et du côté du nucléaire iranien, le président français a déploré l'opacité du régime de Téhéran en espérant une prochaine rencontre avec les autorités iraniennes. L'Iran est toujours dans le refus de la transparence et de satisfaire à ses obligations internationales. Nous avons donné un rendez-vous, encore un,
qui doit se tenir bientôt pour qu'une négociation puisse encore venir. Et donc nous ferons la pression jusqu'au bout pour que la négociation puisse aboutir. Prochain arrêt pour le vice-président américain, Londres, où il rencontrera David Cameron dans le cadre de sa tournée européenne. Ce week-end, au large de la Côte d'Ivoire, un pétrolier français aurait été pris en otage. Il n'y a plus de contact avec le navire depuis hier. Et selon Paris, les 19 membres d'équipage seraient tous togolais. Le Bureau maritime international pense à une opération des pirates nigérians qui sévissent dans cette zone. Et direction maintenant le Sénégal, où les boulangers avaient annoncé un arrêt de leur production. Ils ont décrété une grève de 48 heures à cause de la hausse du prix de la farine, du gasoil et de la TVA. Et pour les personnes dont le travail en dépend, comme les vendeuses de sandwichs et de petits déjeuners, cela va représenter un réel manque à gagner. Il est presque impossible d'imaginer un petit déjeuner ici au pays de la Teranga sans le pain. Pourtant, c'est ce qui risque d'arriver. Aux nouvelles, les boulangers auraient décrété 48 heures de grève. Pour ces derniers, la production se fait à perte, le blé est de plus en plus inaccessible. Cette femme n'est pas productrice de pain, mais son activité en dépend. Elle appelle l'État et les producteurs à la raison. Je demande qu'il y ait un dialogue entre les acteurs pour nous sauver d'une telle situation. Si l'État peut nous aider à la réduction du prix du pain, ce serait une bonne chose. On souhaite une entente entre eux pour notre plus grand bien. Sokhna vend plus de 50 baguettes de pain tous les matins. Une grève des boulangers pour elle est synonyme d'une perte énorme. C'est une grosse perte pour nous, les vendeurs de petits déjeuners, que de ne pas trouver du pain. C'est une journée complètement perdue, cela ne fait pas notre affaire. S'ils peuvent vraiment s'entendre sans qu'il y ait cette grève, ce serait bien. Que dire alors de ces consommateurs qui confessent hors caméra leur désapprobation totale à toute décision d'arrêt de la production? Pour eux, aucune raison ne justifie qu'on leur prive de leur pain quotidien. Et nous allons maintenant en Asie. Les Cambodgiens ont fait leurs adieux à Monseigneur Papa, surnom du roi Norodom Sihanouk. Il est décédé à Pékin, en Chine, à 89 ans, des suites d'une crise cardiaque. En octobre dernier, il a été incinéré aujourd'hui à Phnom Penh et des milliers de Cambodgiens se sont rendus à ses obsèques. Une arrivée très remarquée, celle de la famille royale vêtue de blanc, couleur de deuil pour les Cambodgiens. La reine Monique, veuve de l'ancien roi Norodom Sihanouk, et son fils, le roi Norodom Sihamoni, vont s'incliner une dernière fois devant le cercueil doré avant la cérémonie officielle de crémation. Une cérémonie à laquelle, à leur grand regret, les Cambodgiens ne peuvent pas assister. Le roi signifie tant pour nous. Quand je pense qu'il n'est plus parmi nous, j'ai juste envie de pleurer. Il s'est toujours battu pour nous. Il nous a apporté l'indépendance de France et uni notre pays. Outre la famille royale et le Premier ministre cambodgien, de nombreux chefs de gouvernements étrangers assistent à cette cérémonie. Parmi eux, le représentant de l'ancienne puissance coloniale, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. À la tombée de la nuit, avant la dernière prière des moines, un feu d'artifice a éclaté autour du crématorium. Depuis vendredi, ce sont des milliers de Cambodgiens qui se sont succédés au palais royal de Phnom Penh pour saluer celui qui se faisait appeler Monseigneur Papa. Au pouvoir depuis 1941, Sihanouk fut tour à tour Premier ministre, chef de l'État puis roi, et il aura marqué des générations entières de Cambodgiens. Une partie de ses cendres sera répandue au confluent du Mékong, le reste reposera dans une urne au sein du palais royal. Page culture, le festival sur le Niger, événement culturel majeur de ces dernières années au Mali, est en cette période l'objet de toutes les conversations. Aura-t-il ou pas lieu? Face à la situation que connaît le pays, la direction du festival a rencontré ce samedi à la mairie de Ségou la presse afin de préciser les tenants et les aboutissants de cette 9e édition. On écoute le directeur de l'événement, Mahmoud Afé. En effet, il y a 2 semaines et demie, toute l'équipe du Festival sur le Niger réunie à la Fondation, les membres de Ségou, de Bamako, tous réunis dans l'unanimité, nous avons décidé de s'asseoir à toutes les festivités du festival de cette édition.
pour en faire une édition spéciale uniquement basée sur le colloque traditionnel qui se passe au Corée chaque année et aussi une exposition sur le thème paix et cohésion sociale. Alors nous voulons être très très clairs, nous voudrons vraiment que vous soyez nos porte-parole, que vous fassiez le témoignage très clair que cette année, à Ségou, il n'y aura pas de festivités dans le cadre de l'édition 2013. Il n'y aura pas de musique, les concerts ont été reportés. Il n'y aura pas de tour traditionnel, il n'y aura rien de tout ceci. Seuls quelques scientifiques vont se réunir en Corée pour parler, discuter, comme on a l'habitude de le faire, sur le thème culture et gouvernance. Et les artistes vont exposer sur le thème paix et cohésion sociale. Ces deux activités participent au même combat de l'armée malienne, de la reconquête de l'intégrité nationale. Et on poursuit avec du football. Europol, l'Office européen de police criminelle, mène une enquête sur des matchs présumés truqués. Cette investigation a mis à jour d'importantes opérations frauduleuses. Des centaines de personnes, dont des arbitres, des officiels et des joueurs, sont soupçonnés d'avoir truqué près de 400 rencontres. Rob Wainwright a réservé la plus grande salle de presse d'Europol pour révéler l'enquête menée par ses services dans les coulisses du football. Les conclusions sont du jamais vu. 380 matchs truqués, 425 personnes impliquées, y compris des arbitres, des dirigeants de clubs et des joueurs. Dans la ligne de mire, les championnats allemands, turcs et suisses. Mais pas seulement. Même la Ligue européenne des champions est éclaboussée. Parmi les 380 matchs suspects identifiés, il y a des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, des championnats européens et 2 matchs de Ligue des champions, dont l'un fut joué en Angleterre. Et Rob Wainwright continue de lister les matchs truqués en Afrique, en Asie et en Amérique latine, autrement dit, partout dans le monde. Selon Europol, les enquêteurs ont épluché notamment 13 000 courriels faisant apparaître le crime organisé. Le réseau aurait pour tête de pont une mafia de Singapour agissant sur des paris sportifs. D'après l'enquête, il aurait raflé plus de 8 millions d'euros de gains grâce à ces matchs truqués. L'enquête a été transmise à l'UEFA. La Fédération européenne de football a réagi par un communiqué d'une grande sobriété. L'UEFA a pris acte des déclarations faites par Europol concernant les matchs truqués présumés. Déterminée à lutter contre la manipulation de matchs, l'UEFA collabore déjà avec les autorités dans le cadre de ce grave problème en appliquant une politique de tolérance zéro. Pour l'heure, les détails de cette enquête de grande ampleur n'ont pas été révélés. Pas d'informations sur les matchs de Ligue des champions suspectés, ni quelle division des championnats allemands, turcs ou suisses sont concernés. Par ailleurs, aucun nom de personnalité n'a été cité. Et un mot de la CAN 2013 pour finir. Les étalons du Burkina se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, et c'est face aux éperviers du Togo qu'ils ont arraché leur ticket. Les supporters ont accueilli cette victoire avec bonheur puisque l'équipe n'avait pas atteint les quarts de finale de la CAN depuis 15 ans. Les étalons du Burkina sont en demi-finale à la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Le pays tout entier est en fête. Des scènes de joie, une euphorie avec lesquelles les Burkinabés avaient rompu depuis 1998. Une victoire arrachée de justesse puisqu'il a fallu attendre jusqu'à la 104e minute pour que Jonathan Pitropa donne enfin un sens à la longue domination des étalons sur les éperviers. Et c'est le déchaînement total. Sincèrement, je suis très content de ma patrie, le Burkina Faso. Ce qui me faisait mal, c'est que si la Côte d'Ivoire gagnait, il allait se foutre mal de nous. Mais comme c'est nous, on a eu, je suis fier de ma patrie. Moi, en tout cas, je crois aux étalons. Je suis un Ivoirien, je suis là pour une mission, mais je crois aux étalons en tout cas. Une chose est certaine, à cette CAN, le 11 national fera mieux, sinon autant qu'en 1998. La performance de l'équipe autorise même les supporters à se voir déjà sur le toit de l'Afrique. Et voilà pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain sur Africable Télévision.
Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.